assassiner n'est pas seulement tuer. Dans ses poches, ses mains hésitantes tenaient, la droite, un rasoir fermé, la gauche, un court poignard. Il les enfonçait le plus possible, comme si la nuit n'eût pas suffi à cacher ses gestes. Le rasoir était plus sûr, mais Chen sentait qu'il ne pourrait jamais s'en servir. Le poignard lui répugnait moins. Il lâcha le rasoir, dont le dos pénétrait dans ses doigts crispés. Le poignard était nu, dans sa poche sanguine. Il le fit passer dans sa main droite, la gauche retombant sur la laine de son chandail et y restant collée. Il éleva légèrement le bras droit, stupéfait du silence qui continuait à l'entourer, comme si son geste eût dû déclencher quelque chute. Mais non, il ne se passait rien. C'était toujours à lui d'agir. Ce pied vivait comme un animal endormi. Terminait-il un corps? Est-ce que je deviens imbécile? Il fallait voir ce corps, le voir cette tête. Pour cela, entrer dans la lumière, laisser passer sur le lit son ombre trapue. Quelle était la résistance de la chair? Convulsivement, Chen enfonça le poignard dans son bras gauche. La douleur, il n'était plus capable de songer que c'était son bras. L'idée du supplice certain, si le dormeur s'éveillait, le délivrèrent une seconde. Le supplice valait mieux que cette atmosphère de folie. Il s'approcha. C'était bien l'homme qu'il avait vu 2 heures plus tôt, en pleine lumière. Le pied qui touchait presque le pantalon de Chen tourna soudain comme une clé, revint à sa position dans la nuit tranquille. Peut-être le dormeur sentait-il une présence, mais pas assez pour s'éveiller. Chen frissonna. Un insecte courait sur sa peau. Non, c'était le sang de son bras qui coulait goutte à goutte. Et toujours cette sensation de mal de mer. Un seul geste, et l'homme serait mort. Le tuer n'était rien. C'était le toucher qui était impossible, et il fallait frapper avec précision. Le dormeur, couché sur le dos au milieu du lit à l'européenne, n'était habillé que d'un caleçon court, mais sous la peau grasse, les côtes n'étaient pas visibles. Chen devait prendre pour repère les pointes sombres des seins. Il savait combien il est difficile de frapper de haut en bas. Il tenait donc le poignard, la lame en l'air, mais le sein gauche était le plus éloigné. À travers le filet de la moustiquaire, il eût dû frapper à longueur de bras d'un mouvement courbe comme celui du swing. Il changea la position du poignard, la lame horizontale. Toucher ce corps immobile était aussi difficile que frapper un cadavre, peut-être pour les mêmes raisons. Comme appelé par cette idée de cadavre, un râle s'éleva. Chen ne pouvait plus même reculer, jambes et bras devenus complètement mous. Mais le râle s'ordonna. L'homme ne râlait pas. Il ronflait. Il redevint vivant, vulnérable. Et en même temps, Chen se sentit bafoué. Le corps glissa d'un léger mouvement vers la droite. Allait-il s'éveiller maintenant? D'un coup, Chen l'arrêta dans un bruit de mousseline déchirée, mêlé à un choc sourd. Sensible jusqu'au bout de la lame, il sentit le corps rebondir vers lui, relancé par le sommier métallique. Il raidit rageusement son bras pour le maintenir. Les jambes revenaient ensemble vers la poitrine comme attachées. Elles se détendirent d'un coup. Il eût fallu frapper de nouveau, mais comment retirer le poignard?
Le corps était toujours sur le côté, instable, et malgré la convulsion qui venait de le secouer, Chen avait l'impression de le tenir fixé au lit par son arme courte, sur quoi pesait toute sa masse. Dans le grand trou de la moustiquaire, il le voyait fort bien. Les paupières s'étaient ouvertes. Avait-il pu s'éveiller? Les yeux étaient blancs. Le long du poignard, le sang commençait à sourdre, noir, dans cette fausse lumière. Dans son poids, le corps, prêt à retomber à droite ou à gauche, trouvait encore de la vie. Chen ne pouvait lâcher le poignard. À travers l'arme, son bras raidi, son épaule douloureuse, un courant d'angoisse s'établissait entre le corps et lui, jusqu'au fond de sa poitrine, jusqu'à son cœur convulsif, seule chose qui bougeât dans la pièce. Il était absolument immobile. Le sang qui continuait à couler de son bras gauche lui semblait celui de l'homme couché. Sans que rien de nouveau fût survenu, il eut soudain la certitude que cet homme était mort. Respirant à peine, il continuait à le maintenir sur le côté, dans la lumière immobile et trouble, dans la solitude de la chambre. Rien n'y indiquait le combat, pas même la déchirure de la mousseline qui semblait séparée en deux pans. Il n'y avait que le silence et une ivresse écrasante où il sombrait, séparé du monde des vivants, accroché à son arme. Ses doigts étaient de plus en plus serrés, mais les muscles du bras se relâchaient et le bras tout entier commença à trembler par secousses, comme une corde. Ce n'était pas la peur, c'était une épouvante, à la fois atroce et solennelle, qu'il ne connaissait plus depuis son enfance. Il était seul avec la mort, seul dans un lieu, sans homme, mollement écrasé à la fois par l'horreur et par le goût du sang. Il parvint à ouvrir la main. Le corps s'inclina doucement sur le ventre. Sur le drap, une tache sombre commença à s'étendre, grandit comme un être vivant. Et à côté d'elle, grandissant comme elle, parut l'ombre de deux oreilles pointues. La porte était proche, le balcon plus éloigné, mais c'était du balcon que venait l'ombre. Bien que Chen ne crût pas au génie, il était paralysé, incapable de se retourner. Il sursauta. Un miaulement, à demi délivré, il osa regarder. C'était un chat de gouttière qui entrait par la fenêtre sur ses pattes silencieuses, les yeux fixés sur lui. Une rage forcenée secouait Chen à mesure qu'avançait l'ombre. Rien de vivant ne devait se glisser dans la farouche région où il était jeté. Ceux qui l'avaient vu tenir ce couteau l'empêchaient de remonter chez les hommes. Il ouvrit le rasoir, fit un pas en avant. L'animal s'enfuit par le balcon. Chen se trouva en face de Shanghai. Secoué par son angoisse, la nuit bouillonnait comme une énorme fumée noire pleine d'étincelles. Au rythme de sa respiration de moins en moins haletante, elle s'immobilisa et dans la déchirure des nuages, des étoiles s'établirent dans leur mouvement éternel qui l'envahit avec l'air plus frais du dehors. Une sirène s'éleva, puis se perdit dans cette poignante sérénité. Au-dessous, tout en bas, les lumières de minuit reflétées à travers une brume jaune par le macadam mouillé, par les raies pâles des rails, palpitaient de la vie des hommes qui ne tuent pas,
C'étaient là des millions de vies, et toutes maintenant rejetaient la sienne. Mais qu'était leur condamnation misérable à côté de la mort qui se retirait de lui, qui semblait couler hors de son corps à longs traits, comme le sang de l'autre. Toute cette ombre immobile ou scintillante était la vie, comme le fleuve, comme la mer invisible au loin. La mer. Respirant enfin jusqu'au plus profond de sa poitrine, il lui sembla rejoindre cette vie avec une reconnaissance sans fond, prêt à pleurer, aussi bouleversé que tout à l'heure. Il faufilait. Il demeurait, contemplant le mouvement des autos, des passants qui couraient sous ses pieds dans la rue illuminée, comme un aveugle guéri regarde, comme un affamé mange, insatiable de vie. Il eût voulu toucher ses corps. Au-delà du fleuve, une sirène emplit tout l'horizon, la relève des ouvriers de nuit à l'arsenal. Que les ouvriers imbéciles vinssent fabriquer les armes destinées à tuer ceux qui combattaient pour eux. Son geste meurtrier valait un long travail des arsenaux de Chine. L'insurrection imminente qui voulait donner Shanghai aux troupes révolutionnaires. Mais depuis 10 minutes, Chen n'y avait pas pensé une seule fois. Il n'avait pas encore pris le papier pour lequel il avait tué cet homme. Les vêtements étaient accrochés au pied du lit, sous la moustiquaire. Il chercha dans les poches, mouchoir, cigarette, pas de portefeuille. La chambre restait la même, moustiquaire, mur blanc, rectangle net de lumière. Le meurtre ne change donc rien. Il passa la main sous l'oreiller, fermant les yeux. Il sentit le portefeuille, très petit, comme un porte-monnaie. La légèreté de la tête à travers l'oreiller accrut encore son angoisse, lui fit rouvrir les yeux. Pas de sang sur le traversin, et l'homme semblait à peine mort. Devrait-il donc le tuer à nouveau? Mais déjà son regard rencontrait les yeux blancs, le sang sur les draps. Pour fouiller le portefeuille, il recula dans la lumière. C'était celle d'un restaurant, plein du fracas des joueurs de mahjong. Il trouva le document, conserva le portefeuille, traversa la chambre, presque en courant, ferma à double tour, mit la clé dans sa poche. À l'extrémité du couloir de l'hôtel, il s'efforçait de ralentir sa marche. Pas d'ascenseur. Sonnerait-il? Il descendit. À l'étage inférieur, celui du dancing, du bar et des billards. Une dizaine de personnes attendaient l'ascenseur qui arrivait. Il les y suivit. « La dancing girl en rouge est épatante !» lui dit en anglais son voisin, birman ou siamois, peu sourd. Il eut envie à la fois de le gifler pour le faire taire et de l'étreindre parce qu'il était vivant. Il bafouilla au lieu de répondre. L'autre lui tapa sur l'épaule d'un air complice. « Il pense que je suis sourd aussi !» Mais l'interlocuteur ouvrait de nouveau la bouche. « J'ignore les langues étrangères !» dit Chen en pékinois. L'autre se tut, regarda, intrigué. Cet homme jeune, sans col, mais en chandail de belle laine. Chen était en face de la glace intérieure de l'ascenseur. Le meurtre ne laissait aucune trace sur son visage. Ses traits, plus mongols que chinois, pommettes aiguës, nez très écrasé, mais avec une légère arête comme un bec, n'avaient pas changé, n'exprimaient que la fatigue. Jusqu'à ses épaules solides, ses grosses lèvres de brave type, sur quoi rien d'étranger ne semblait peser, seul son bras, gluant dès qu'il le pliait, chaud. La
L'ascenseur s'arrêta. Il sortit avec le groupe. J'ai été atteint d'une maladie du sommeil. Mes jambes se sont à plusieurs reprises dérobées et je suis tombée comme en syncope, mais sans perte de connaissance. Puis 2, 3 fois au cours de la même semaine, la seconde fois précédée d'un tournoiement convulsif. Examen, professeur et docteur ne pourront se consulter que dans 12 jours. En attendant, sclérose des nerfs périphériques et menace sur le cervelet, donc menace de paralysie. Laquelle? Nouvelle crise. Il est temps que les augures se réunissent. Je parcourais mon bureau comme si la scène que je décrivais avait empli la pièce. J'ai été possédée d'une tension forcenée, j'ai tournoyé de toute ma force, me suis précipitée, front en avant sur la vitre de la bibliothèque et heurté l'un des montants de bois et me suis effondrée. Le montant n'a pas cédé, je ne me suis pas évanouie. Après la commotion, j'ai inscrit, afin de ne pas l'oublier, possession foudroyante. Ce dont j'étais menacée ressemblait plus à la folie qu'à une maladie. Le terme maladie qu'imposerait le cancer ou la tuberculose ne me vient pas à l'esprit devant une maladie que je ne connais pas et surtout dont je ne souffre pas. Peut-être les fous ne souffrent-ils pas non plus. Enfin, conciliabule des médecins. C'est bien la menace, le cervelet. Guérison, paralysie ou mort, hospitalisation d'urgence. Le chuchotement de la mort change l'aspect des routes. Direction la Salpêtrière. La route de Verrières est presque sans voiture à 10 heures du matin. Il y a 30 ans, elle était bordée de maisons d'autrefois et de pavillons en meulière dont la France possédait le navrant monopole. Les grands ensembles s'y succèdent et les grues mécaniques, martiens vainqueurs. Ma chambre, 2 infirmières antillaises, l'une ressemble à ces nourrices noires qui ont calmé tant de peines pendant des siècles. Installation, robe de chambre, couloir. On me conduit à la salle d'électrologie. Dans l'ascenseur arrêté entre 2 étages, une voix appelle à l'aide. Autre ascenseur, autre couloir. D'affreuses petites voitures, des civières, l'une avec ce bras des héros morts qui pendent à travers les siècles. Silence surprenant. Parce qu'on attendait des gémissements ou des cris. L'infirmière m'introduit, cordialité du professeur, appareil. Retour. La salle d'électrologie ripollinée, les fleurs envoyées par mes amis sont intruses dans cet univers sans bois et sans étoffe, étranger comme une planète où ne pourrait vivre que la peinture blanche, le nickel, les éprouvettes, les objets de verre, les draps et les malades. Je ne suis pas couché depuis un quart d'heure qu'entre un médecin ami.
qui ressemble au général de Gaulle en 1940, au temps de son képi. Rien n'est irréversible. Ah. Ce qui veut dire, je suppose, que le cervelet n'est pas encore touché. Verdict de vie. Hommage à Georges Braque, le 3 septembre 1963. Avant que Georges Braque repose dans le petit cimetière normand qu'il a choisi, j'apporte ici l'hommage solennel de la France. Jamais un pays moderne n'a rendu à un de ses peintres morts un hommage de cette nature. L'histoire de la peinture, qui trouve dans l'œuvre de Braque un accomplissement magistral, a été une longue histoire de dédain, de misère et de désespoir. Et jusque par sa mort, Braque semble assurer la revanche des pauvres obsèques de Modigliani, du sinistre enterrement de Van Gogh. Et puisque tous les Français savent qu'il y a une part de l'honneur de la France qui s'appelle Victor Hugo, il est bon de leur dire qu'il y a une part de l'honneur de la France qui s'appelle Braque. Ces tableaux se trouvaient dans tous les grands musées. Et plus de 100 000 Japonais à Tokyo s'étaient rendus à son exposition comme un pèlerinage. Dans son atelier, qui n'avait connu d'autre passion que la peinture, la gloire était entrée, mais s'était assise à l'écart, sans déranger une couleur, une ligne, ni même un meuble. Silencieux et immobile, comme les oiseaux blancs qui, depuis sa vieillesse, avaient apparu sur ses toiles. Il était devenu l'un des plus grands peintres du siècle. Ces tableaux exprimaient la France à l'égal de ceux de Corot, mais plus mystérieusement, car Corot, lui, l'avait beaucoup représenté. Braque l'exprimait avec une force de symbole si grande qu'il est aussi légitime chez lui au Louvre que l'ange de Reims dans sa cathédrale. Samedi, nous avons retrouvé une tristesse très lointaine, mais bien connue, celle qui nous avait saisi naguère quand nous avions entendu Debussy est mort. Demain matin, que l'on dise aux marins et aux cultivateurs de Varangéville qui aimaient Georges Braque, évidemment sans comprendre son art. Hier, quand il était devant le Palais des Rois et le premier musée du monde, il y avait dans la nuit pluvieuse une voix indistincte qui disait merci. Et une main très simple, une main usée de paysanne, qui était la main de la France, et qui se levait une dernière fois dans la nuit pour caresser doucement ses cheveux blancs. Les bruits d'assiettes et de fourchettes s'affaiblissent. La nuit vient. Malgré l'insonorisation des cris de torture que je connais, car tous ressemblent à des cris d'enfants, se répondent à travers le couloir quand la porte s'ouvre. Cris de malades sombrés dans le pré-coma et qui n'éprouvent rien, dit l'infirmière.
Quand on les sauve, ils n'ont pas d'autre souvenir que de s'être endormis. C'est faux, m'a dit tristement l'un des professeurs. Nous ne savons guère ce qui se passe dans le pré-coma. Les malades sauvés nous citent parfois des phrases que nous avons dites devant eux pendant leur catalepsie. Pauvres infirmières, ceux qui doivent vivre dans la rumeur des souffrances ont besoin de les ignorer. La perfusion qui m'immobilise doit durer 11 heures. L'aiguille enfoncée dans la veine de mon bras tremblote. Plus de lumière sous ma porte, plus rien que les passages des infirmières de nuit. Et chaque fois qu'elles entrent, les cris éloignés que poussent, sans le savoir, ceux qui vont revivre et ceux qui ne revivront pas. Accroupis, comme des parcs, l'inconscience et la mort ont pris possession de la salpêtrière. Une fois de plus, ne pas souffrir me déconcerte. La mort, dans notre esprit, se lie si fortement à la douleur que l'homme reste stupéfait devant une maladie qui peut être mortelle, mais qui ne le torture pas. L'agonie erre dans les hôpitaux d'une façon insinuante, biologique, ignorer des combats. Ici, les malades se succèdent comme les générations sur la terre, mais les générations, elles, ne guérissent pas. Bien que je souffre peu, je suis réfugié dans la fièvre. L'esprit s'abandonne au tâtonnement de la mort comme à celui du sommeil. Lorsqu'auront cessé de teinter les verres et les fourchettes du dîner, la porte ne s'ouvrira plus que pour la visite de la surveillante de nuit. Le silence que je commence à connaître s'installe, habité de son fourmillement de plaintes. Ah, comme le silence de la forêt tropicale s'installe jusqu'au fond du clair de lune sur la rumeur des plantes et des insectes qui veillent. Les jours glissent. Délivré de la perfusion, je puis marcher jusqu'à la fenêtre. Dans la cour, des voitures de médecins, de visiteurs semblent gardées par quelques éclopés en promenade. N'existe-t-il plus sur la terre que des malades ? Irréalité renforcée par une joviale infirmière que j'appelle intérieurement Moulinette, puisque j'ignore son nom, et qui me dit « Ah, petit coquin !» Tout ça ressemble au rêve que les somnifères entretiennent. Il y a aussi la réalité. On a couché un nouveau dans la chambre voisine. À 6 heures du soir, il a ronflé très fort. Il faudrait le changer de chambre, me dit-on. Je réponds, bafouillant, si les malades ne se supportent pas entre eux, mais qui les supportera ? Je crois, hélas, reconnaître ces ronflements. Ils vont devenir des râles. Le murmure de douleur s'établit peu à peu dans le silence de la nuit. Ces râles scandent, réguliers et calmes. Pendant 12 jours, j'ai attendu la décision des médecins. Depuis que je suis ici, j'attends, en griffonnant des notes illisibles, l'effet du traitement ou son échec. Si je dois mourir cette fois, mourir aura-t-il consisté à attendre ? Nous pensons aux maladies comme à des drames. Certaines sont des somnolences dont on ne s'éveille pas. Revoit-on réellement sa vie quand un accident fait perdre connaissance ? Quelquefois paraît l'esprit qui tâtonne, mais le frôlement de la mort n'appelle pas l'examen, il le chasse. Hommes et femmes qui parlent de leur vie ici disent qu'ils ont eu de la chance ou non. Que serait un examen qui ne serait pas de conscience, d'étonnement ? Là où rôde la mort,
l'étonnement ne s'adresse qu'à elle. Je pense à ceux qui m'ont parlé de leur vie en feignant de s'adresser à moi, car ils s'adressaient d'abord à eux-mêmes. Mon père, peu de temps avant son suicide, « Si je dois avoir une autre vie, je n'en veux pas d'autre que la mienne !» Le murmure de plainte reprend-il à la même heure dans tous les hôpitaux du monde? Nous appelons maladies mortelles les maladies dont on meurt. Comment appeler celles dont on pourrait mourir? Une maladie qui n'a de nom que pour les médecins semble une énigme, quand elle échappe à la souffrance qui a un nom pour tout le monde. En face de cette menace informe, mon sentiment le plus constant est la stupéfaction. Car dans ce lieu hanté de douleur, je ne souffre toujours pas. Une soudaine grippe de Londres, intruse, comme les chats dans les cimetières, est venue fausser les observations. Appuyé sur une canne, je puis marcher jusqu'à l'extrémité du couloir, dont la fenêtre domine la cour autour des voitures. Les malades en groupe pour la première fois, je les avais entrevus à mon arrivée, et je ne pénètre dans la salle d'électrologie qu'en longeant des petites voitures et des civières aux bras pendants. En bas errent des pyjamas avec canne, poussette ou patte folle, et lorsque l'éclopée se retourne, le visage de la maladie. C'est notre rue de la mort. Pyjama rayé, ombre de camp d'extermination délivré en 1945. L'ennemi n'est pas le Reich éphémère, c'est la paralysie aussi vieille que l'homme. Hommage à Le Corbusier, le 1er septembre 1965. Au moment où le gouvernement décidait de rendre à Le Corbusier l'hommage solennel de la France, il recevait le télégramme suivant. Les architectes grecs, avec une profonde tristesse, décident de déléguer leur président aux obsèques de Le Corbusier pour déposer sur sa tombe de la terre de l'acropole. Et hier, l'Inde, où se trouvent plusieurs des chefs-d'œuvre de Le Corbusier, et la capitale qu'il a construite, Chandigarh, viendra verser sur ses cendres l'eau du Gange en suprême hommage. Voici donc l'éternelle revanche. Il est beau que la Grèce soit présente dans cette cour illustre qu'ordonnèrent tour à tour Henri II, Richelieu, Louis XIV et Napoléon, et que ce soir, la déesse pensive Athéna incline lentement sa lance sur ce cercueil. Le Corbusier a connu de grands rivaux, dont quelques-uns nous font l'honneur d'être présents. Et les autres sont morts. Mais aucun n'a signifié avec une telle force la révolution de l'architecture. Parce qu'aucun n'a été si longtemps, si patiemment insulté. La gloire trouve à travers l'outrage son suprême éclat, et cette gloire-là s'adresse à une œuvre plus qu'à une personne qui s'y prêtait peu. Après avoir pendant tant d'années pris pour atelier le large couloir d'un couvent désaffecté, l'homme qui avait conçu des capitales est mort dans une cabane solitaire.
Les baigneurs qui rapportèrent le corps du vieux nageur ignoraient qu'il s'appela Le Corbusier, mais peut-être eût-il été content de savoir, lorsqu'il le voyait chaque jour descendre vers la mer, qu'il l'appelait l'Ancien. Il avait été peintre, sculpteur et plus secrètement poète. Il ne s'était battu ni pour la peinture, ni pour la sculpture, ni pour la poésie. Il ne s'est battu que pour l'architecture, avec une véhémence qu'il n'éprouva pour rien d'autre, parce que l'architecture rejoignait son espoir confus et passionné de ce qui peut être fait pour l'homme. Sa phrase fameuse, « Une maison est une machine à habiter », ne le peint pas du tout. Ce qui le peint, c'est son autre phrase. La maison doit être l'écrin de la vie, la machine à bonheur. Il a toujours rêvé de ville, et les projets de ces cités radieuses sont des tours surgis d'immenses jardins. Cet agnostique a construit l'église et le couvent les plus saisissants du siècle. Il disait, à la fin de sa vie, « J'ai travaillé pour ce dont les hommes aujourd'hui ont le plus besoin, le silence et la paix. » Et le principal monument de Chandigarh devait être surmonté d'une gigantesque main de paix sur laquelle seraient venus se poser les oiseaux de l'Himalaya. La main de paix n'est pas encore en place. Le Corbusier a changé l'architecture et l'architecte. C'est pourquoi il fut l'un des premiers inspirateurs de ce temps. Il y avait chez lui un créateur que nous ne pouvons séparer du théoricien, qui ne se confond pas avec lui. Disons qu'il en était le frère jumeau. Le Corbusier était avant tout l'artiste, qui avait dit en 1920 « L'architecture est un jeu savant, correct et magnifique, des formes assemblées dans la lumière. » Et plus tard, puissent nos bétons, si rudes, révéler que sous eux, nos sensibilités sont fines. Il inventait, au nom de la fonction comme au nom de la logique, des formes admirablement arbitraires. Bien entendu, il s'opposait au décor de la fin du XIXe siècle. Il détruisait l'ornement. Son austérité y retrouvait l'âme des basiliques romanes. Il semblait oublier, mais n'oubliez jamais, que ces maisons n'étaient pas seulement des maisons, que ces villes imaginaires n'étaient pas seulement des villes, et que Chandigarh était tout autre chose que la capitale du Pendjab. Il a puissamment expliqué ce qu'il aimait, et c'est pourquoi les architectes grecs envoient la terre de l'acropole à l'homme qui sentit et aima la Grèce. Mais ce ne sont pas ces écrits qui ont révélé la fraternité secrète de la Grèce et de l'Inde, c'est Chandigarh. Ce ne sont pas ces théories qui ont rendu manifeste la grande et profonde parenté des formes de l'architecture, ce sont ses œuvres. En même temps qu'il disait avec raison que les rues n'ont pas été faites pour les autos, mais pour les piétons et les cavaliers, il révélait un langage millénaire, parce qu'il annonçait l'avenir. Il métamorphosait tout le passé des morts pour l'apporter aux vivants. Corbusier, vous, que j'ai vu si ému par l'hommage filial du Brésil, voici l'hommage du monde. Au Japon, le jour commence et les 6 chaînes de télévision projettent votre musée de Tokyo.
L'aube, point dans l'Inde, où les passereaux de Chandigarh secouent leurs ailes sur vos monuments, pendant que nos moineaux s'endorment sur l'église de Ronchamp. De l'autre côté de la terre, le ministère de Rio, l'épopée de Brasilia vont s'allumer dans le soir. Comme le cortège des femmes de l'Inde, portant la terre vers le piédestal, vide de la main de la paix, avec le geste des porteuses d'amphores. Voici, tour à tour, le président Kubitschek, qui fit surgir Brasilia des plateaux désertiques et qui vous exalte, visionnaire de l'architecture, avec vos disciples, M. Niemeyer et M. Costa. Non, ce ne sont pas vos disciples, ce sont vos fils. Monsieur Niemeyer, l'architecte des palais d'État de l'Amérique latine, vient de dire « Il fut le plus grand génie de l'architecture contemporaine. » Et voici Monsieur Costa, qui dessina le plus grand ensemble urbain du monde, venu suivre votre cercueil depuis la plage tragique. Voici sa fille, votre élève, qui a drapé votre catafalque. Voici les architectes de la Grèce et ceux de l'Inde. Et voici enfin la France, celle qui vous a si souvent méconnue, celle que vous portiez dans votre cœur lorsque vous avez choisi de redevenir français après 200 ans, qui vous dit, par la voix de son plus grand poète Victor Hugo, « Je te salue au seuil sévère du tombeau ». Adieu, mon vieux maître et mon vieil ami. Bonne nuit. Voici l'hommage des villes épiques, les fleurs funèbres de New York et de Brasilia. Voici l'eau sacrée du Gange et la terre de l'Acropole. Aux cellules provisoires est le mien, et si je m'empoisonne, ce n'est pas un autre qui mourra. Pourtant, un monde comme le nôtre, où le divorce est répandu, suggère la discontinuité plus que la continuité de l'individu. L'infirmière entre, seringue en main. N'ayez pas peur, rire inutile. Je ne sens plus les piqûres. Ces mots me font sans doute partie du métier. Elle part. Les bruits de la douleur montent avec le jour. Dès mon départ de Verrières, les rues étaient devenues bizarres. Infirmières, médecins le sont comme les plantes laissées devant ma fenêtre malgré le règlement. Il y a des cyclamènes et j'aime leurs pétales charnus comme j'aime les champignons. Quel japonais m'a dit « Si vous regardiez les fleurs de la même façon que vous regardez les chats, vous comprendriez honorablement la vie. » C'est elle qui est insolite. Et quand tournent les chevaux de bois des souvenirs, c'est la mienne qui tourne. Mon chat se précipitait à travers le salon, s'arrêtait, pas tendu, se léchait minutieusement. Il avait changé d'avis. Rêve de chat, destin de plante, chaque forme de la vie est bizarre pour les autres, comme pour la route de Verrières. Mais toutes sont étranges. Pour qui? Pourquoi? La chapelle de la Salpêtrière n'est-elle pas désaffectée? Ai-je perdu connaissance? Avant mon arrivée à la clinique, lorsque je tombais, je restais conscient. L'obscurité ne tourne plus, j'émerge insensiblement. Non, ce n'est pas mon lit. Je puis poser les pieds sur les dalles fraîches, longer la chose sur laquelle j'étais couché. Je retrouve l'obscurité sans forme et toujours sans direction, où mon poids me colle au sol. Ma main gauche
atteint une paroi, je m'agenouille, je ne sais où je suis. Mais les dalles me font mal aux genoux et la paroi est certainement un mur. J'essaye de me dresser, il parvient la troisième fois, rencontre un autre mur, toujours pas de lit. Serais-je aveugle? L'obscurité est épaisse. Mais par bonheur inégal, à tâtons vers la gauche, un meuble, c'est la table de chevet. Une lampe tombe. Ah, je touche le lit, le commutateur. Ah, voici la chambre ripollinée, les fleurs devant la fenêtre, et marcher vers la droite en croyant marcher devant moi. Ah, voici mon vrai lit, dans lequel mon prédécesseur est peut-être mort, dans lequel la maladie attendra mon successeur. Quitté depuis 25 minutes, dit la pendulette. Et les comprimés. Le flacon brille au pied du mur, dans le coin opposé. J'ai donc fait le tour de la chambre pendant mon évanouissement. Je ne me souviens pas de m'être évanoui. S'en souvient-on? Je pense à ce que le professeur m'a dit de ces malades sauvés du précoma. Ces 25 minutes de vie somnambule sous la menace de la mort ne me troublent pas comme une syncope, mais comme une possession. Syncope ne veut rien dire pour moi. Je me suis évanoui une seule fois à 12 ans. S'évanouir, comme être endormi pour une opération, suggère le sommeil. Avant de m'allonger sur cette table que j'ai prise pour mon lit, non, je ne dormais pas, loin de là. Dans le couloir, les cris ont repris. Oui, j'ai donc fait le tour de la chambre. Le sentiment de la mort s'est toujours lié pour moi à l'agonie. Et je suis stupéfiée par cette angoisse où je ne distingue que la menace inconnue de me retrouver amputé de la terre. Ni couleur, ni mémoire, ni amnésie, ni dissolution, perte de conscience, pas de toute conscience. Je me croyais dans une autre partie de la chambre, mais quelque part, je ne comprenais pas ce qu'était devenu mon lit, et je tentais de m'allonger, de m'installer dans une literie. Essayons de dormir, je comprendrai demain matin. Je me souviens de mon effort. Conçoit-on Lazare, se souvenant d'efforts pour s'accommoder de son tombeau? Sans en avoir conscience, sinon par le souvenir, j'ai vécu ce que je pressens depuis mon arrivée à la salpêtrière, le « je » sans moi. Le fou se prête une identité. Perdre une identité suggère tout perdre. Je ne me dissolvais nullement parce que ma conscience était réfugiée dans mon effort, une conscience animale. Ce qui me fascine dans mon aventure, c'est la marche sur le mur entre la vie et les grandes profondeurs annonciatrices de la mort. C'est aussi le souvenir de ces profondeurs. Les réanimés ne se souviennent de rien, oui, mais de conversations entre les médecins. J'ai été conscient de ne plus savoir où j'étais, d'avoir perdu la terre. Pas d'autre douleur que celle des autres qui bat confusément cette chambre blanche où veille la petite lampe de la nuit. Comme dans ma chambre de Bombay, la rumeur de l'océan battait la grève. Oui, je suis lucide, d'une lucidité limitée au ressassement, d'une terre de nulle part, la stupéfaction devant un état ignoré. Ce qui s'est passé n'a rien de commun avec ce que j'appelais mourir. D'où vient ce remue-ménage assourdi? Je ne pressens pas encore le gris de l'aube, aucun bruit de couvert. Les bruits semblent d'ailleurs venir du sol. Et je reconnais le pas alourdi des infirmiers qui emportent les malades à la salle d'électrologie. Ils s'éloignent
et la porte de la chambre contiguë bat sourdement le silence. Je n'entendrai plus les hautes plaintes. Les infirmiers ne sont pas partis par la salle d'électrologie. Mon voisin est mort. Les Occidentaux, et pas seulement eux, croient qu'il existe une chambre, la vie, une autre, l'au-delà, et que la mort est la porte par laquelle on passe de l'une dans l'autre, n'est-ce pas? Mais pourquoi dramatise-t-il la porte? La mort est le chemin vers la lumière. On le sait quand on en est revenu. Un piétinement de groupe dans le couloir. Le chef des services de neurologie. Ah non, c'est le professeur Ami qui est venu le premier jour me dire « Rien n'est irréversible ». Sa trop grande silhouette, qui ressemble toujours à celle d'un général de Gaulle jovial, entre seul en battant l'air de ses bras, mais l'étroitesse de la chambre ou l'atmosphère de la clinique, dont il a cependant l'habitude, car il dirige l'un des principaux services psychiatriques de Paris, oppose sa gaieté à l'austérité des professeurs en blouse. Je lui offre des cigarettes. Non, merci. Je préfère les anglaises. Je me demande pourquoi j'aime le tabac anglais, le thé, le whisky, le breakfast, la confiture d'orange, alors que je me fiche de l'Angleterre. Il vient d'interroger ses confrères neurologues, ne m'apporte que de bonnes nouvelles. Mais la menace est toujours là. Anecdote. Soit qu'il veuille me distraire, soit m'examiner. Il m'a dit avant mon arrivée ici, nous sommes maintenant en avance sur les États-Unis. Si Hemingway s'était fait soigner en Suisse ou en France au lieu d'aller à Mayo, il ne se serait pas tué. Je l'interroge sur sa vie professionnelle inépuisable, comme celle de tous les psychiatres. Cette semaine, les bons résultats habituels, bien que personne ne devine à quoi tient l'action de ces sacrées drogues. Enfin, vous savez, mieux vaut guérir sans savoir pourquoi, plutôt que de laisser mourir en sachant comment. Vous savez, la vie, je la connais parce que je cours après. Donc finalement, bien mal, comme tout le monde. Ici, c'est tantôt le coma, tantôt la lucidité. Nous voyons mourir beaucoup moins qu'autrefois. Les gens meurent chez eux. Quand j'étais jeune interne, nous faisions 2 autopsies par jour. Voyez-vous, cette année, je parle de l'année entière, l'hôpital en a eu 3. 3! C'était intéressant, les autopsies. La preuve que le diagnostic était bon. De nouveau, la fièvre monte. La crise a été moins forte que la précédente. Je savais que mon stylo allait m'échapper. Ne noterai-je de la maison des morts que la vie et de la démence que la lucidité? Nous devenons conscients de notre respiration lorsqu'elle est coupée et de l'espoir lorsqu'il se retire. Je vous parle comme quelqu'un qui a vu beaucoup mourir. L'épouvante que j'ai rencontrée dans cette chambre après mon écroulement et mon voyage sur la petite table n'avaient rien de commun avec ce que je pense de la mort. De quelle manière secourir mon malheureux voisin s'il était perdu? Plus les êtres nous sont proches, plus nous sommes aveugles. Notre corps se défend avec tant de force que nous ne pouvons pas nous étrangler. Mais depuis plusieurs jours, je diffère de noter ceci. Les textes zen disent que le sentiment d'agonie qui précède l'illumination déclenche le rire. Peu avant de perdre conscience, j'ai vu mon chat fourrure et entrevu dans l'obscurité le sourire du chat invisible d'Alice au pays des merveilles. À l'instant de basculer,
J'avais quitté terre. J'ai senti la mort s'éloigner, pénétrer, envahi, possédé, comme par une ironie inexplicablement réconciliée qui fixait au passage la face usée de la mort. Hommage à la Grèce. Discours prononcé le 28 mai 1959 à Athènes. Une fois de plus, la nuit grecque dévoile au-dessus de nous les constellations que regardait le veilleur d'Argos quand il entendait le signal de la chute de Troie. Sophocle, quand il allait écrire Antigone, et Périclès, lorsque les chantiers du Parthénon s'étaient tus. Mais pour la première fois, voici, surgit de cette nuit millénaire, le symbole de l'Occident. Bientôt, tout ceci ne sera plus qu'un spectacle quotidien. Alors que cette nuit, elle ne se renouvellera jamais. Devant ton génie, arraché à la nuit de la terre, salut, peuple d'Athènes, la voix inoubliée qui, depuis qu'elle s'est élevée ici, hante la mémoire des hommes. Même si toutes choses sont vouées au déclin, puissiez-vous dire de nous, siècles futurs, que nous avons construit la cité la plus célèbre et la plus heureuse. Cet appel de Périclès eût été inintelligible à l'Orient, ivre d'éternité, qui menaçait la Grèce. Et même à Sparte, nul n'avait jusqu'alors parlé à l'avenir. Maints siècles l'ont entendu, mais cette nuit, ces paroles s'entendront depuis l'Amérique jusqu'au Japon. La première civilisation mondiale a commencé. C'est par elle que s'illumine l'Acropole. C'est aussi pour elle qu'il l'interroge comme aucune autre ne l'a interrogé. En face de l'Ancien Orient, nous savons aujourd'hui que la Grèce a créé un type d'homme qui n'avait jamais existé. La gloire de Périclès, de l'homme qu'il fut et du mythe qui s'attache à son nom, c'est d'être à la fois le plus grand serviteur de la cité et un philosophe et un artiste. Échille et Sophocle ne nous atteindraient pas de la même façon si nous ne nous souvenions qu'ils furent des combattants. Pour le monde, la Grèce est encore l'Athéna pensive, appuyée sur sa lance, et jamais, avant elle, l'art n'avait uni la lance et la pensée.
on ne saurait trop le proclamer. Ce que recouvre pour nous le mot si confus de culture, l'ensemble des créations de l'art et de l'esprit, c'est à la Grèce que revient la gloire d'en avoir fait un moyen majeur de formation de l'homme. C'est par la première civilisation sans livre sacré que le mot intelligence a voulu dire interrogation. L'interrogation, dont allait naître la conquête du cosmos par la pensée, du destin par la tragédie, du divin par l'art et par l'homme, tout à l'heure, la Grèce antique va vous le dire. J'ai cherché la vérité et j'ai trouvé la justice et la liberté. J'ai inventé l'indépendance de l'art et de l'esprit. J'ai dressé pour la première fois en face de ces dieux l'homme prosterné partout depuis 4 millénaires. Et du même coup, je l'ai dressé en face du despote. C'est un langage simple, mais nous l'entendons encore comme un langage immortel. Il a été oublié pendant des siècles et menacé chaque fois qu'on l'a retrouvé. Peut-être n'a-t-il jamais été plus nécessaire aujourd'hui. Le problème politique majeur de notre temps, c'est de concilier la justice sociale et la liberté. Le problème culturel majeur, de rendre accessibles les plus grandes œuvres au plus grand nombre d'hommes. Et la civilisation moderne, comme celle de la Grèce antique, est une civilisation de l'interrogation. Mais elle n'a pas encore trouvé le type d'homme exemplaire, fût-il éphémère ou idéal, sans lequel aucune civilisation ne prend tout à fait forme. L'objet principal d'une grande civilisation n'est pas seulement la puissance, mais aussi une conscience claire de ce qu'elle attend de l'homme, l'âme invincible par laquelle Athènes, pourtant soumise, obsédait Alexandre dans les déserts d'Asie. Que de peine, Athéniens, pour mériter votre louange! L'homme moderne appartient à tous ceux qui vont tenter de le créer ensemble. L'esprit ne connaît pas de nations mineures, il ne connaît que des nations fraternelles. La Grèce, comme la France, n'est jamais plus grande que lorsqu'elle l'est pour tous les hommes, et une Grèce secrète repose au cœur de tous les hommes d'Occident. Vieille nation de l'esprit, il ne s'agit pas de nous réfugier dans notre passé, mais d'inventer l'avenir qu'il exige de nous. Au seuil de l'ère atomique, une fois de plus, l'homme a besoin d'être formé par l'esprit. Et toute la jeunesse occidentale a besoin de se souvenir que lorsqu'il le fut, pour la première fois, l'homme mit au service de l'esprit les lances qui arrêtèrent Xerxès. Aux délégués qui me demandaient ce que pourrait être la devise de la jeunesse française, j'ai répondu « Culture et courage ». Puisse-t-elle devenir notre devise commune, car je la tiens de vous. La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert. Encore se conquiert-elle de bien des façons, dont chacune ressemble à ceux qui l'ont conçue. C'est au peuple que va s'adresser désormais le langage de la Grèce. Je parle de la nation grecque vivante, du peuple auquel l'acropole s'adresse avant de s'adresser à tous les autres, mais qui dédie à son avenir toutes les incarnations de son génie qui rayonnèrent tour à tour sur l'Occident. Le monde prométhéen de Delphes et le monde olympien d'Athènes, le monde chrétien de Byzance, enfin, pendant tant d'années de fanatisme, le seul fanatisme de la liberté. Mais le peuple, qui aime la vie jusque dans la souffrance, est celui qui chantait en entendant le cri d'Oedipe, qui allait traverser les siècles. Le peuple de la liberté, c'est celui pour lequel la résistance est une tradition séculaire,
celui dont l'histoire moderne est celle d'une inépuisable guerre de l'indépendance, le seul peuple qui célèbre une fête du nom. Ce nom d'hier fut celui de Missolonghi, celui de Solomos, chez nous, celui du général de Gaulle. Le monde n'a pas oublié qu'il avait été d'abord celui d'Antigone et celui de Prométhée. Entre toutes les valeurs de l'esprit, les plus fécondes sont celles qui naissent de la communion et du courage. Elle est écrite sur chacune des pierres de l'acropole. Et si cette nuit est une nuit du destin, bénédiction sur elle, jusqu'à l'apparition de l'aurore.